L'appel est arrivé un jeudi matin, vers la fin du mois d'octobre. J'étais sous la vieille Peugeot de Madame Dubois, en train de remplacer le liquide de transmission, quand Thomas, mon apprenti, a tapé sur le bout de ma botte. « Michel, c'est pour toi au téléphone !» La personne au bout du fil a insisté, c'était urgent. Je me suis glissé hors de sous la voiture, m'essuyant les mains sur un chiffon qui avait renoncé à être propre depuis bien longtemps. Le soleil d'automne filtrait à travers les grandes portes de mon garage à Beauregard, illuminant les grains de poussière en suspension dans l'air. J'étais propriétaire des lieux depuis 37 ans, et l'odeur de l'huile de vidange et du vieux café m'était aussi familière que ma propre respiration. « Michel Lambert, j'écoute. » La voix au bout du fil était vive, professionnelle, avec cet accent un peu sec, typiquement lyonnais. « Maître Robert Martin, du cabinet Martin et Associés. Je suis le notaire en charge de la succession de votre père. Je vous appelle pour vous informer que la lecture du testament de M. Henri Lambert est prévue la semaine prochaine dans nos bureaux à Lyon. Serez-vous en mesure d'y assister ? J'ai baissé les yeux sur ma salopette tachée d'huile, sur ce garage qui avait été tout mon univers pendant près de 4 décennies. Lyon. Je n'y avais pas mis les pieds depuis plus de 3 ans. Pas depuis le dernier dîner de Noël gênant dans la somptueuse villa de David, dans les Monts d'Or. « Oui, dis-je, j'y serai. »« Excellent. Votre frère David a déjà confirmé sa présence. Je vous enverrai l'adresse par courrier. » Bien sûr que David avait déjà confirmé. Il l'avait sans doute noté dans son agenda, à la seconde même où le cœur de papa avait finalement lâché, 2 semaines plus tôt. Mon frère aîné ne manquait jamais un événement qui pouvait impliquer de l'argent ou du prestige. J'ai raccroché et je suis resté là un instant, le combiné encore à la main. Papa avait 85 ans. Sa mort n'avait pas été une surprise. L'enterrement avait été exactement comme on pouvait l'imaginer. David et sa femme, Isabelle, accueillant les gens avec une sympathie de façade. Leurs filles jumelles, Camille et Amandine, se tenant droites comme des i dans leur robe noire hors de prix. Moi, j'étais resté à l'écart dans mon seul costume à peu près correct, le même que j'avais porté aux obsèques de ma propre femme, Hélène, 6 ans auparavant. Acceptant les condoléances de gens qui semblaient étonnés d'apprendre qu'Henri Lambert avait un autre fils. Thomas me regardait, l'air inquiet. « Ça va, patron ?»« Ouais, » ai-je répondu, sans en être certain. Juste un aller-retour à la grande ville à faire la semaine prochaine. Les jours se sont écoulés lentement. J'ai réparé des voitures, dîné au bistrot du coin avec le même groupe de copains que je voyais depuis 20 ans, regardé le match de foot à la télé le soir. Mon appartement au-dessus du garage était petit. Une chambre, une salle de bain, une cuisine-salon, mais il était à moi. Entièrement payé. Aucun crédit sur le dos, pas de dette. Juste le rythme régulier du travail et de la routine qui m'avait permis de tenir depuis le décès d'Hélène. La vie de David était différente. Il était directeur des opérations chez Deschamps Industries, un des plus grands groupes industriels français. Son visage apparaissait de temps en temps dans les Échos, généralement dans des articles sur le leadership d'entreprise ou les galas de charité. Il vivait dans une maison où j'aurais pu faire tenir mon garage tout entier, conduisait une Mercedes et envoyait ses filles dans une école privée hors de prix. Sa femme, Isabelle, siégeait au conseil d'administration de 3 œuvres caritatives et portait des perles au petit déjeuner. Les gens devaient penser que ma vie était minuscule. David, en tout cas, le pensait. Je me souvenais de la dernière chose qu'il m'avait dite à l'enterrement de papa, en me prenant à part après la cérémonie. « Toujours les mains dans le cambouis, Michel ?»« C'est un métier honnête, » avais-je répondu. « Papa a toujours espéré que tu ferais plus de ta vie. Mais je suppose qu'il faut bien quelqu'un pour faire les vidanges. » J'étais parti avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Le jour J, j'ai enfilé mon costume, grimpé dans ma vieille camionnette qui accusait ses 15 ans, et entamé les 2 heures de route jusqu'à Lyon. Le long de l'autoroute A6, les couleurs d'automne des vignobles du Beaujolais étaient flamboyantes. Des rouges, des ors, des oranges qui donnaient l'impression que toute la campagne était en feu. C'était une beauté qu'on appréciait vraiment que lorsqu'on vivait au milieu, pas seulement en la traversant.
Lyon est apparu progressivement. D'abord l'étalement des banlieues, puis la densité du centre-ville. Enfin, les tours du quartier de la Part-Dieu se découpant sur le ciel gris d'octobre. J'ai trouvé une place et j'ai glissé assez de pièces dans le rodateur pour couvrir 2 heures. Les bureaux du cabinet Martin et Associés occupaient le 26e étage d'un immeuble de verre qui reflétait les nuages. David était déjà dans la salle de réunion à mon arrivée. On aurait dit qu'il sortait d'un magazine. Costume en flanelle qui devait coûter plus que mon salaire mensuel, cravate en soie, chaussures italiennes. Ses cheveux, grisonnant sur les tempes, étaient impeccablement coiffés. Il consultait quelque chose sur son téléphone avec la concentration intense qu'il mettait en toute chose. « Michel !» Il a levé les yeux, son regard balayant mon costume de prêt-à-porter et mes mains abîmées par le travail. « Tu as l'air en forme, David ?» Nous ne nous sommes pas serré la main. On avait arrêté ça depuis des années. Je me suis assis en face de lui. À travers les baies vitrées, Lyon s'étendait à nos pieds. Une ville d'ambition, d'argent et de pouvoir. La ville de David. Je ne m'y étais jamais senti à l'aise. Maître Martin est entré, suivi d'un jeune associé portant des dossiers. Le notaire avait la cinquantaine, avec le regard bienveillant de quelqu'un qui a dû gérer sa part de tension familiale. « Merci à vous deux d'être venus », dit-il en s'asseyant. « Je sais que c'est un moment difficile. Avant de commencer, je dois mentionner que votre père a laissé des instructions très précises sur le déroulement de cette lecture. » David s'est redressé, à peine perceptiblement. « Alors, procédons. » Maître Martin a ouvert le dossier devant lui. Le patrimoine de M. Henri Lambert est estimé à environ 140 millions d'euros. Cela inclut la société Les Ateliers Lambert, que votre père a fondée en 1965, divers biens immobiliers dans toute la région, des portefeuilles d'investissement et des biens personnels. Le chiffre m'a frappé comme un coup. Je savais que papa avait bien réussi. Les Ateliers Lambert fabriquaient des composants industriels, avaient résisté à toutes les crises économiques, grandi sans cesse pendant 5 décennies, mais 140 millions, je n'en avais aucune idée. En face de moi, l'expression de David est restée neutre, mais j'ai vu une légère tension dans sa mâchoire. Il devait savoir. David savait toujours tout ce qui touchait à l'argent. L'essentiel du patrimoine, a poursuivi Maître Martin, est constitué par les Ateliers Lambert, qui emploient 463 personnes sur 3 sites. Il y a aussi d'importants portefeuilles d'actions, des obligations et plusieurs propriétés, dont la maison familiale de Villefranche et le chalet au bord du lac d'Aiguebelette. Il a fait une pause, nous regardant tour à tour. Les instructions de votre père étaient extrêmement détaillées. Je vais lire la partie qui vous concerne. Il a pris un document, sa voix prenant le ton formel d'un acte juridique. À mon fils, David Lambert, je lègue la somme de 7 millions d'euros, qui lui sera versée immédiatement après le règlement de ma succession. Je lui lègue également ma collection d'outils anciens de menuiserie et le contenu de mon atelier dans la maison de Villefranche, qu'il a toujours admiré quand il était enfant. Le visage de David s'est figé. Maître Martin a continué et j'ai senti la pièce commencer à tourner. À mon fils, Michel Lambert, je lègue le reste de ma succession dans son intégralité. Cela inclut la société Les Ateliers Lambert, tous les biens immobiliers, tous les portefeuilles d'investissement, la maison familiale de Villefranche, le chalet au bord du lac d'Aiguebelette et tous les autres actifs non spécifiquement désignés ci-dessus. Michel devra assumer la pleine propriété et le contrôle de toutes les opérations de l'entreprise. Je lui recommande, sans toutefois l'exiger, de conserver l'équipe de direction actuelle, qui a bien servi l'entreprise. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le bourdonnement de la ventilation. « Quoi ?» La voix de David était tranchante, maîtrisée, mais avec une dureté que je reconnaissais depuis l'enfance, celle des disputes pour des jouets ou un territoire. « C'est impossible. Je vous assure, monsieur Lambert, que c'est bien le testament de votre père. Dûment exécuté, attesté par témoin et mis à jour il y a à peine 18 mois. » 7 millions. David s'est levé brusquement, sa chaise raclant de parquet. Et il a tout le reste? L'entreprise, les maisons? 133 millions pour quelqu'un qui tient un garage au milieu de nulle part?
« David !» ai-je commencé, mais il m'a coupé. « Non, c'est insensé, Michel. Tu es mécano. Tu n'as aucune expérience des affaires, aucune formation en gestion, aucune idée de comment diriger une entreprise industrielle. » Papa devait être confus. Son cœur était fragile à la fin. Il n'avait plus toute sa tête. Votre père était sain d'esprit lorsqu'il a mis à jour ce testament il y a 18 mois, a dit tranquillement maître Martin. Il a également laissé des lettres pour vous deux. On m'a demandé de vous les remettre après la lecture. Il a fait glisser 2 enveloppes sur la table. La mienne était épaisse, au moins une 12aine de pages. Celle de David était fine, peut-être 2 pages tout au plus. David a fixé son enveloppe comme si elle contenait un serpent. « C'est une erreur », a-t-il dit. Mais une partie de sa certitude s'était envolée. Papa et moi, on se parlait toutes les semaines. On discutait affaires. Il me consultait pour les décisions importantes. Il m'aurait dit s'il prévoyait quelque chose comme ça. J'ai pris mon enveloppe avec des mains qui ne semblaient plus vraiment m'appartenir. Mon nom était écrit dessus, de l'écriture soignée de papa. L'écriture que j'avais vue sur les cartes d'anniversaire, les vœux de Noël et les quelques lettres qu'il m'avait envoyées au fil des ans. « Je vais vous laisser en privé pour lire ceci », a dit maître Martin en se levant. « Je serai dans mon bureau si vous avez des questions. » Monsieur Michel Lambert, il faudra que nous fixions plusieurs rendez-vous pour discuter de la transition des opérations de l'entreprise et du transfert des actifs. Il est sorti, emmenant son associé avec lui. David et moi sommes restés seuls dans cette salle de réunion, 26 étages au-dessus de Lyon, avec nos enveloppes et le poids de ce qui venait de se passer. « Ouvre la tienne », a dit David d'une voix tendue. « Je veux savoir quelle explication il a bien pu trouver à tout ça. » Mes mains tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur, des pages et des pages de l'écriture de mon père. J'ai commencé à lire. « Mon cher Michel, si tu lis ces lignes, c'est que je suis parti, et que la partie la plus difficile de ma vie est terminée. Je ne peux qu'imaginer ce que tu ressens en ce moment, assis en face de ton frère, le regardant essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Mais toi, tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Tu l'as toujours su, même si nous avions convenu de ne jamais en parler directement. Je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire de mon vivant. Merci, et je suis désolé. Désolé de t'avoir laissé sacrifier tant de choses. Désolé d'avoir accepté ton aide et ton silence. Désolé d'avoir été trop fier et trop têtu pour dire la vérité à David. Et désolé que la seule façon que j'ai trouvée de réparer ça soit d'attendre d'être mort pour le faire. Laisse-moi commencer par le début, car David mérite de comprendre. Et cette lettre devra expliquer ce que je n'ai pas pu dire de mon vivant. Tout a commencé à l'hiver 2013. Tu étais chef mécanicien dans cette concession Renault à Mâcon. Tu te débrouillais bien. Tu venais d'acheter ce garage à Beauregard. Tu projetais de te mettre à ton compte. Tu as toujours été doué de tes mains, Michel, bien plus que David ne l'a jamais admis. Tu comprenais comment les choses fonctionnaient, comment réparer ce qui était cassé. J'avais 74 ans. Les ateliers Lambert étaient en pleine expansion. Nous venions d'acquérir une nouvelle usine et nous négocions des contrats avec 3 grands équipementiers automobiles. L'entreprise était à son apogée et je la dirigeais encore au quotidien, enchaînant les semaines de 60 heures. Et puis, mes mains ont commencé à trembler. De légers tremblements au début, surtout dans la main droite. Je signais un document et le stylo vacillait. Je tenais une tasse de café et elle débordait. Je me suis dit que c'était la fatigue, le stress. Mais au fond de moi, je savais. Mon père, ton grand-père, avait eu la maladie de Parkinson. Je l'avais vu l'emporter lentement, sur 10 ans. J'avais vu son corps le trahir, morceau par morceau. Le diagnostic est tombé en avril. Parkinson. Comme grand-père. Le neurologue a été honnête. La maladie progresserait lentement, mais elle progresserait. Je finirais par perdre le contrôle de mes mouvements fins. Mon équilibre disparaîtrait. Mes fonctions cognitives pourraient être affectées. J'avais peut-être 5 à 7 bonnes années avant de devoir me retirer. Je n'ai rien dit à personne. Pas à David, pas à ta mère avant qu'elle ne parte, pas à mes associés. Comment aurais-je pu? David était en pleine ascension chez Deschamps. Il avait travaillé si dur pour ce poste.
L'entreprise était à un point crucial. Si le bruit courait que le fondateur avait Parkinson, nos concurrents nous auraient dévorés. Nos clients auraient perdu confiance. Tout ce que j'avais bâti en 50 ans aurait pu s'effondrer. Alors, je l'ai caché. J'ai appris à écrire de la main gauche. J'ai commencé à tenir mes tasses à deux mains. J'inventais des excuses pour ne plus faire de démonstrations sur les machines. J'ai survécu, mais c'était épuisant, Michel. Cette vigilance constante, la peur d'être découvert. Et puis tu es venu nous voir ce week-end du 14 juillet 2013. On était au chalet, juste toi et moi. David était en voyage d'affaires en Europe. On était sur le ponton et j'essayais d'amarrer ton bateau. Une chose si simple, un nœud de chaise, j'en avais fait des milliers. Mes mains tremblaient tellement que je n'y arrivais pas. J'étais là à batailler avec la corde comme un enfant, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Tu m'as observé un instant. Puis tu t'es approché et, tout doucement, tu as fait le nœud toi-même. Tu n'as rien dit, tu savais. Ce soir-là, sur la terrasse, tu m'as dit « Raconte-moi ce qui ne va pas, papa. » Et je l'ai fait. Je me suis effondré et je t'ai tout raconté. Le diagnostic, la peur de perdre le contrôle de mon propre corps, ma terreur de ce que ça ferait à l'entreprise, à la carrière de David, au nom de la famille si ça se savait. Tu es resté silencieux un long moment, puis tu as dit « Je vais t'aider, papa. » Non, tu as ta propre affaire à lancer. « Je vais t'aider », as-tu répété, et j'ai vu dans tes yeux que ta décision était prise. Tu as renoncé à tes plans d'expansion 2 mois plus tard. Tu as dit à tout le monde que tu voulais lever le pied, avoir une vie plus simple. Tu as embauché le jeune Thomas pour t'aider au quotidien, pour avoir plus de flexibilité. Et puis, discrètement, sans fanfare, tu es devenu mon partenaire secret. Non, c'est plus que ça. Tu es devenu mes mains quand les miennes tremblaient trop. Tu es devenu ma couverture. 3 soirs par semaine, tu venais à Villefranche. On préparait la journée du lendemain. Les contrats à signer, les présentations à faire. Tu m'as appris à utiliser un tampon pour les signatures courantes et à caler ma main droite avec la gauche pour les signatures importantes. Quand j'ai commencé à perdre l'équilibre, tu as fait installer des rampes dans mon bureau sous prétexte de moderniser la décoration. Quand mon écriture est devenue illisible, tu m'as convaincu de passer aux emails. Et David n'a jamais rien su. Comment aurait-il pu ? Tu rendais tout ça si naturel. Quand il appelait, tu me briefais avant sur sa carrière pour que je puisse poser les bonnes questions. Quand il venait, tu t'assurais que j'avais pris mes médicaments au bon moment, que j'étais reposé. Il pensait que je vieillissais, que je ralentissais un peu, mais que j'étais toujours vif. En 2017, quand les tremblements sont devenus trop forts, tu m'as aidé à nommer Jacques Fournier président des opérations. On a fait passer ça pour une décision stratégique. Personne n'a posé de questions. L'entreprise a continué de tourner. Tu as protégé ma dignité, Michel. Tu as protégé l'entreprise. Et tu as protégé la tranquillité d'esprit de David. Et tu as fait tout ça en gérant ton garage, en travaillant 60 heures par semaine, en vivant dans ce petit appartement parce que tu avais englouti tes économies pour maintenir ton affaire à flot après avoir renoncé à tes projets. Je te l'ai demandé une fois, à Noël 2018. Pourquoi tu ne disais rien à David? Pourquoi tu le laissais penser que tu t'étais contenté de peu alors que tu avais tant sacrifié? Tu m'as répondu, il a besoin de croire qu'il est celui qui a réussi. Toute son identité repose là-dessus, être le fils qui t'a rendu fier. S'il savait que tu es malade, que je viens t'aider, ça le détruirait. Il se sentirait coupable, inadéquat, et ça ne changerait rien. Tu avais raison, David ne sait pas gérer la vulnérabilité. Ça l'aurait anéanti de me voir décliner. Et ça l'aurait anéanti de savoir que son petit frère, celui qu'il voyait comme moins ambitieux, avait été celui qui avait assuré quand ça comptait vraiment. Alors on a gardé le secret. Pendant les difficultés de l'entreprise, pendant mon lent déclin, même pendant la pandémie où le télétravail a finalement facilité les choses. L'année dernière, quand j'ai dû me retirer complètement, tu as dit à David que je profitais de ma retraite. Même ces derniers mois, quand les médicaments sont devenus moins efficaces, tu étais là, appelant tous les 2 jours, m'aidant à tout coordonner
pendant que David envoyait sa femme en visite une fois par mois et appelait chaque dimanche pour exactement 15 minutes. J'ai souvent pensé à lui dire la vérité. Mais j'ai été un lâche. Je ne voulais pas affronter sa colère ou sa culpabilité. Alors je le lui dis maintenant, de la seule façon que je connaisse, en te donnant ce que tu mérites, ce que tu as gagné. L'argent n'est pas une compensation. Rien ne pourrait compenser 11 ans de ta vie. Mais c'est tout ce que j'ai à te donner. L'entreprise est à toi parce que tu l'as déjà sauvée une fois. Parce que tu comprends ce sur quoi je l'ai bâtie. Le travail honnête, la qualité, le respect des employés. Parce que tu sais comment réparer ce qui est cassé. Que ce soit un moteur, une entreprise ou l'orgueil d'un homme brisé. Et peut-être parce que j'espère que ça vous forcera, David et toi, à avoir enfin la conversation que vous auriez dû avoir il y a des années. Dis-lui la vérité, Michel. Il sera en colère au début. Il se sentira trahi, coupable. Mais il est fort. Il tient ça de votre mère. Il s'en remettra. Et peut-être, juste peut-être, il comprendra que le frère qu'il jugeait sans ambition était en fait la personne la plus courageuse et la plus altruiste de cette famille. Je vous aime tous les deux. Je vous ai toujours aimé. Mais toi, mon fils, tu m'as fait le plus beau des cadeaux. Tu m'as offert 11 années de dignité de plus. Gère bien l'entreprise. Bâtis sur ce que j'ai commencé, et s'il te plaît, essaie de pardonner à ton frère. Il va avoir besoin de toi, maintenant plus que jamais. Avec tout mon amour et ma gratitude, Papa. P. S. Il y a une deuxième lettre dans le coffre-fort de la maison de Villefranche. La combinaison est à date de naissance. Elle est adressée à David avec plus de détails. Assure-toi qu'il l'est. P. PS. Les outils que je laisse à David ne sont pas que sentimentaux. Ce sont ceux que nous utilisions ensemble quand il était jeune, avant que le monde de l'entreprise ne l'absorbe. J'espère qu'il se souviendra qu'il y a plus dans la vie que les salles de réunion et les bilans comptables. Peut-être que vous pourriez construire quelque chose ensemble, un jour. J'ai fini de lire et j'ai levé la tête, les yeux brûlants. David me fixait, sa lettre posée, ouverte, sur la table. Son visage était devenu blême, et ses mains impeccables et assurées, tremblaient. « Tu t'es occupé de lui », a-t-il murmuré. « Oui. Il avait Parkinson. Depuis 11 ans. »« Oui. Et toi ?» Il s'est arrêté, la gorge nouée. « Tu as abandonné ton projet d'expansion. Tu allais monter une chaîne de garage. » J'avais d'autres priorités. Le calme soigneusement entretenu de David s'est fissuré comme la glace au printemps. Son visage s'est contracté et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il n'a pas essayé de les essuyer. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Pourquoi il ne m'a rien dit ?» Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. « Il voulait te protéger, dis-je. Ta carrière, l'image que tu avais de lui. Il savait que te voir décliner t'aurait détruit. Alors il m'a laissé gérer. Mais toi, la voix de David s'est brisée. Tu avais ta propre vie, tes propres rêves. Michel, tu aurais pu construire quelque chose d'important. » « J'ai construit quelque chose d'important, » dis-je doucement. « J'ai donné à notre père 11 années de dignité. J'ai maintenu son entreprise à flot. Ça comptait plus qu'une chaîne de garage. Je l'appelais tous les dimanches, a dit David presque pour lui-même. On déjeunait ensemble une fois par mois. Comment ai-je pu ne rien voir? Parce qu'on s'est assuré que tu ne vois rien. Je le briefais avant tes appels. Je m'assurais qu'il ait pris ses médicaments avant tes visites. Tu voyais ce qu'on voulait que tu vois. David s'est levé brusquement, marchant vers la fenêtre opposée. Nous nous tenions de part et d'autre de la salle, séparés par 26 étages de vide et 30 ans d'incompréhension. « Ma lettre est courte, dit-il après un long moment, la voix étranglée. Il dit juste qu'il m'aime et qu'il espère que je comprendrai sa décision, que je devrais lire ta lettre pour avoir toute l'histoire. Il s'est tourné vers moi, les larmes coulant toujours. Mon Dieu, Michel, toutes ces années, j'ai cru que j'étais le bon fils, celui qui avait réussi, celui qui le rendait fier.
Je pensais que tu avais juste baissé les bras. Tu l'as rendu fier, David. Il parlait de toi tout le temps. Sa voix était sèche. N'essaie pas de me réconforter. Je ne le mérite pas. J'ai été odieux avec toi pendant des décennies. Je t'ai pris de haut. Je te plaignais. Je pensais que tu gâchais ton potentiel à réparer des bagnoles alors qu'en fait... Sa voix s'est brisée à nouveau. Tu étais un meilleur fils que je ne l'ai jamais été. J'ai traversé la pièce et j'ai fait quelque chose que nous n'avions pas fait depuis l'enfance. J'ai pris mon grand frère dans mes bras. Il a résisté une demi-seconde, puis s'est effondré contre moi, sanglotant sur mon épaule. « Je suis désolé, répétait-il. Je suis tellement désolé, Michel. Je sais. J'aurais dû être là. » Au lieu de ça, j'étais dans des salles de réunion, en voyage d'affaires, à des galas de charité. Et toi, tu tenais toute notre famille à bout de bras. Tu ne savais pas? J'aurais dû savoir. J'aurais dû faire plus attention. Il s'est reculé, s'essuyant les yeux brutalement. Comment tu arrives encore à me regarder en face? Tu es mon frère, dis-je simplement. Et on a déjà gâché assez d'années. Nous sommes restés là, dans cette salle de réunion, tandis que Lyon continuait de vivre sous nos pieds, indifférente à notre petit drame. Finalement, David a pris une profonde inspiration, se ressaisissant avec un effort visible. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu es mécano, Michel, et tu te retrouves avec une boîte qui vaut 140 millions d'euros. Et pour être franc, je n'y connais rien. Je vais être complètement dépassé. Je sais que non, a dit David. Et il y avait une nouvelle tonalité dans sa voix. Quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Du respect. Peut-être. Tu as fait tourner l'entreprise de papa en coulisses pendant 11 ans tout en gérant sa maladie et en travaillant à plein temps. Tu es plus capable que tu ne le penses. N'empêche, dis-je, un peu d'aide ne serait pas de refus. Il paraît qu'il y a un excellent cadre à Lyon qui s'y connaît un peu en gestion des opérations. Il m'a regardé, la compréhension s'installant lentement. Tu veux mon aide? Papa m'a laissé l'entreprise, mais il t'a laissé les compétences et l'expérience que je n'ai pas. On pourrait travailler ensemble, si tu le voulais. Après tout ça, si tu penses que tu pourrais... Oui. Le mot est sorti vite, presque désespérément. Oui, ça me plairait. Il s'est arrêté, se reprenant. Michel, les 7 millions qu'il m'a laissés, je n'en ai pas besoin. Si tu veux renégocier... Non, l'ai-je interrompu. Papa a fait son choix. Prends cet argent, serre-t'en pour les études des filles. Alors, de quoi s'agit-il, si ce n'est pas l'argent? J'ai pensé à la lettre de papa, à ces 11 années de secret, au choix fait par amour. De la vérité, dis-je finalement. C'est une question de vérité, et peut-être de seconde chance. Nous avons quitté le bureau de Maître Martin ensemble, descendant en silence dans l'ascenseur. Dans le hall, David s'est tourné vers moi. « Je vais prendre la deuxième lettre. J'ai besoin de tout comprendre, chaque détail. Et après, je vais te poser 1 million de questions. Marché conclu? » Marché conclu. « Et Michel ?» Il a posé la main sur mon épaule. « Merci d'avoir pris soin de papa. Merci d'avoir été meilleur que je ne l'ai jamais cru, d'avoir été meilleur que moi. » Je lui ai serré l'épaule en retour. « On va s'en sortir, ensemble. » Il a hoché la tête, puis s'est dirigé vers le parking où sa Mercedes l'attendait. J'ai rejoint ma camionnette, remettant quelques pièces dans le rodateur, car j'étais resté plus longtemps que prévu. Je suis resté assis un long moment dans la cabine, la lettre de papa encore à la main. À travers le pare-brise, je voyais les tours de Lyon, la ville que David avait conquise. Quelque part là-dedans se trouvait le siège des ateliers Lambert, l'entreprise qui était désormais, d'une manière ou d'une autre, la mienne. J'ai pensé à mon garage à Beauregard, à Thomas qui devait gérer seul aujourd'hui. J'ai pensé à mon petit appartement, à ma vie simple qui venait de devenir incroyablement compliquée. J'ai pensé aux larmes de David, au pardon, aux secrets qui avaient façonné notre famille pendant plus d'1 décennie. J'ai démarré
et me suis inséré dans la circulation lyonnaise. La route du retour me ferait traverser la campagne automnale pour rentrer à Beauregard, là où je comprenais comment les choses fonctionnaient. Demain, il faudrait penser aux opérations industrielles, aux réunions de conseil d'administration et à la manière dont un mécanicien gère une entreprise de 140 millions d'euros. Mais aujourd'hui, pour la première fois en 11 ans, je ne portais plus seul le poids du secret de notre famille. David savait, il comprenait. Et peut-être, juste peut-être, nous pourrions bâtir quelque chose de nouveau à partir de cette vérité. L'autoroute s'étirait devant moi, vers le nord, vers la maison. Quelque part derrière moi se trouvait mon ancienne vie. Quelque part devant se trouvait un avenir que je ne pouvais même pas imaginer. Mais à cet instant, en conduisant dans la claire lumière d'octobre, avec les derniers mots de mon père sur le siège à côté de moi, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis plus de 10 ans. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. La vérité était sortie. Et quoi qu'il arrive ensuite, David et moi y ferions face comme des frères auraient toujours dû le faire. Ensemble. Honnêtement, sans plus rien à cacher. Demain amènerait des complications que je ne pouvais pas encore sonder. Mais aujourd'hui, le ciel était clair, la route était ouverte, et quelque part, au loin, je pouvais presque entendre la voix de papa une dernière fois, disant ce qu'il n'avait jamais vraiment réussi à dire de son vivant. « Tu as bien fait, mon fils, tu as vraiment bien fait. »